من باريس مساء الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم. من أرمينيا إلى القارات الخمس، أعظم مغنٍ حي نافس جون لينون، إلفيس بريسلي وبوب ديلان على عرش موسيقى البوب. كتب أجمل القصائد لبياف، تريني، غريكو وآخرين. غنى على أبرز مسارح العالم قاطبة وحصد أعلى نسب من التصفيق وقوفا. يكتب الحب، يغنيه، لنحلق معه نحو مسافات من الشغف والجنون، الفرح والكآبة. يقول: أنا لست قديس، أنا رجل كسائر الرجال. في العقد الثامن من العمر مسيرته الغنائية لم تعرف كسوفا. أحاوره الليلة للمرة الثانية. Charles Aznavour, مساء الخير. Merci d'être avec nous. Pour commencer, êtes-vous un homme comme les autres? Oui, absolument. Je ne suis pas un homme différent. Vous savez, je mène une vie comme tout le monde, bon, à part mon métier, qui me sort un petit peu des sentiers battus. Mais sinon, je suis un homme comme les autres. Je suis un homme de famille. Je vis avec ma famille, donc mes enfants, ma femme, et quelques amis qui font partie maintenant de la famille, car les amis sont souvent plus proches de vous que certains parents éloignés. Vous avez eu la possibilité de bâtir un rêve et de vivre ce rêve. Je n'ai pas fait de rêve. C'est la difficulté qui m'a poussé dans un métier qui n'était pas exactement celui que je voulais faire. Moi, je voulais être comédien uniquement. Mais pour des questions physiques et d'âge, j'ai été obligé de faire autre chose. Donc je suis rentré dans les revues, dans des opérettes, avec des petits rôles. Et finalement, étant donné que c'est cette partie qui a le mieux marché, j'ai continué. Et je ne suis pas devenu comédien, sauf de temps en temps. Bon, mais naturellement, avec le temps et au fil des années, vos ambitions se sont proliférées. Ces ambitions, vous n'y avez jamais aspiré, mais vous êtes quand même arrivé. Vous êtes devenu le monstre sacré de la scène dans le monde entier. Alors, ce rêve exaucé, sans qu'il ne soit un rêve qui vous a habité depuis votre tendre enfance, quelle forme a-t-il aujourd'hui? Je suis un homme particulièrement comblé. Parce qu'on dit souvent il vaut mieux manger son pain noir au début. C'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas connu la misère, j'ai connu la pauvreté. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus aisé à supporter quand même. Et aujourd'hui où je prends du recul et je veux chanter de moins en moins, parce que je trouve quand même qu'à 82 ans bientôt, bon, on ne va pas rentrer en scène et dire que je suis amoureux d'une petite jeune fille. Je suis père de famille et grand-père, ça la fout mal quand même. Et j'ai eu la chance, j'ai écrit un livre, j'ai mis des années à accepter de le faire. C'est un best-seller, le deuxième qui est sorti est un best-seller, et tout d'un coup je me retrouve avec 3 contrats pour écrire, chez 2 éditeurs différents. Ce qui fait que c'est une chance inouïe pour moi qui veux rester chez moi. Je vais pouvoir faire du travail en étant chez moi, écouter les oiseaux à l'extérieur, avoir les feuilles tomber, puis renaître, etc., etc. Et aller ainsi jusqu'à la fin d'une vie de travail, mais tout à coup, la partie de travail actuelle sera sédentaire, donc beaucoup plus calme. Vous avez dit bientôt, vous célébrez vos 82 ans, c'est dans quelques jours, le 22 mai. Et aujourd'hui, êtes-vous toujours bercé par une ambition quelconque, par un rêve quelconque? Non, mon ambition, moi, c'est que je regarde mes enfants évoluer et je regarde mes petits-enfants grandir et je deviens petit à petit un peu plus écolo, parce que ce à quoi je n'ai pas pensé auparavant, j'y pense aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir shortage d'eau, qu'il faut économiser l'électricité, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que le monde qu'on va laisser à nos enfants devrait être un monde meilleur que le nôtre. Malheureusement, le risque, c'est qu'il ne soit pas. Vous avez dit un jour, je ne suis rien du tout, moi, je suis un homme de la rue. Oui, c'est la rue qui m'a fait. Avec des idées de l'homme de la rue, et souvent, l'homme de la rue a des idées qui peuvent être intéressantes.
L'homme de la rue, que vous estimez être, a pourtant conquis les palais, les régimes, le monde entier. Quels ont été les fruits de cette invasion? Vous savez, je n'ai pas fait très attention à tout ça. Moi, j'ai surtout fait une chose, c'est que je voulais que mon travail soit bien fait et qu'on n'ait rien à me reprocher. J'ai essayé d'avoir une vie irréprochable. Auprès de qui? Autant qu'un homme peut avoir une vie irréprochable, quoi. Mais j'ai essayé de montrer la meilleure image de moi. Vis-à-vis de qui? Du public? Bah oui, le public, c'est celui qui m'a fait. Oui. C'est celui qui m'a habillé, qui m'a nourri. Tout ce que j'ai, c'est le public qui me l'a donné. Je ne l'ai pas volé, mais on me l'a donné. C'est-à-dire que sans le public, je ne sais pas ce que je serais devenu. Bah alors, comme je suis d'origine arménienne, j'aurais peut-être été soit tailleur, soit épicier. Dieu merci, ça s'est passé autrement. Qui vous fait peur plus? Est-ce que vous avez peur du public ou vous avez peur de votre propre personne? Je n'ai peur de rien. La seule chose qui me fait peur, c'est le néant. Et la bêtise. Je crois même que la bêtise me fait plus peur encore que le néant. Mais le néant me fait très peur. Non pas parce que j'ai peur de mourir, j'ai peur de ne pas voir ce qu'il y aura à voir dans le futur. Moi qui suis un homme excessivement curieux de tout. Et j'ai peur de ne pas avoir terminé mon travail. J'aurai pas le temps de tout faire. Votre chanson est engagée humainement. Oui. A-t-elle entraîné un changement? Oui, mais ça s'est fait lentement. J'ai commencé comme tout le monde, j'ai voulu faire des disques à succès. Bon, j'ai réussi à faire des disques à succès. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire des disques différents, c'est-à-dire avec des faits de société. Et plus j'avance, plus il y a des faits de société dans mes chansons. Votre chanson a dénoncé l'injustice et la famine, les guerres et les misères. Estimez-vous avoir contribué à rendre le monde meilleur? Je suis un cachet d'aspirine. On n'est pas plus que ça. C'est-à-dire que les gens viennent avec leurs soucis et leurs problèmes dans une salle de spectacle, soit pour acheter un disque ou soit pour voir un spectacle. On leur fait oublier pendant un laps de temps les problèmes de tous les jours. C'est pour ça que je dis, je suis un cachet d'aspirine, je ne suis pas un médecin. Et je ne suis pas un philosophe. Je suis un philosophe de la rue. Je suis tout de la rue. Et vous êtes un observateur de conscience? Oui. Oui. Je suis un grand observateur. De conscience. Rien ne m'échappe. شغلة زنفور استراحة قصيرة بنعود من بعدها. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Avec une finesse d'analyse et une grande profondeur, vous avez traité vos sujets.
D'où est-ce que vous puisez les thèmes de vos textes? Non. Je ne suis pas homosexuel. Ma femme n'est pas grosse. Elle n'est pas sourde et muette. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Tout ce que j'ai traité. Non, non. J'écris ce que je vois. J'écris ce que je ressens. J'écris ce qu'il faut condamner. Je ne peux pas condamner comme un journaliste, mais peut-être que ça peut aller un peu plus loin, parce que la chanson, ça traverse les murs, et ça dure longtemps. Un article, ça s'arrête. C'est bien dommage, mais ça s'arrête. Sur quoi comptez-vous le plus pour peser, pour jauger une situation, pour la transposer dans vos écrits? Est-ce que de l'observation des gens, de l'autre, de la société? Le mot juste, le mot que l'on ne peut pas remplacer, le mot qui entre dans la tête des gens et qui y reste. Très important, le mot. La langue, je dis souvent que, bon, je suis fils d'apatride, mais je suis français par la langue. Je ne suis pas français par le sol ni par le sang. Je suis français par la langue. Et c'est peut-être plus important. En 92, vous êtes produit avec Liza Minnelli au Palais des Congrès. Et Liza Minnelli avait avoué qu'avec vous, chaque chanson ressemblait à un film, un petit film de cinéma. Les images, les scènes, le décor, une vraie mise en scène. Est-ce que les zones sombres que vous avez connues dans votre vie ont tissé la sensibilité du poète, du musicien, du compositeur, du chanteur et du metteur en scène que vous êtes? Tout ça, c'est une création. Chaque discipline a sa propre création. Et c'est amusant parce que ce que vous me dites là, je l'ai souvent dit, mais j'ai ajouté toujours un créateur en plus. Le créateur, c'est le public, qui le perçoit comme il a envie de le percevoir, qui ne rit pas où vous voulez qu'il rie, mais là où il veut lui, qui ne pleure pas là où vous voulez qu'il pleure, et peut-être qu'il ne pleure pas du tout. Je suis inféodé totalement au public, moi. Ma vision, elle est dans la salle. Elle ne va pas plus loin que la salle. Il n'y a pas une émotion, il n'y a pas une situation que vous n'ayez écrite, analysée et peinte à travers vos chansons. La double culture que vous portez, celle de la poésie orientale, de Omar Khayyam en particulier, et celle de la poésie française que vous avez aimée et que vous avez acquise, à votre avis, ce métissage a-t-il donné aux paroles de vos poésies une ampleur plus universelle? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais il n'y a pas qu'Omar Khayyam. Hein. Il y a Saadi aussi. Il y a Sayat Nova aussi. Je ne parle pas des poètes français, bien sûr, parce que ceux-là, j'ai vécu dedans. Tandis que les poètes orientaux, j'ai été les chercher. J'ai voulu les connaître. Et, si vous voulez, le côté raisonnable de mon écriture, car il y a un côté raisonnable dans mon écriture, il vient de ces poètes orientaux. Les poètes occidentaux sont moins raisonnables. Alors, j'en ai pris aussi d'un côté et j'en ai pris de l'autre. Et puis, il y a aussi nous parlons de poètes, nous parlons là de poètes classiques, nous ne sommes pas des poètes classiques. Mais il y a une poésie de la chanson. Ça ne veut pas dire qu'on écrit des poèmes et qu'on en fait des chansons, ça veut dire que dans certaines phrases, il se dégage une certaine poésie. Je ne suis pas poète, je suis quelqu'un qui de temps en temps s'exprime poétiquement, totalement différent. Dans les poètes, si on doit donner un ou deux noms de poètes, dans la chanson, je crois que le numéro 1, ce serait Trenet et Léo Ferré. Les autres sont les poètes de la chanson. Mais les poètes de la chanson, je ne dirais pas ils ont fait la concurrence, mais... C'est le mode moderne de la poésie. Ils ont remplacé la poésie française. Et on lit de moins en moins, la chanson peut tranquillement véhiculer de la poésie. Et heureusement que la chanson existe.
Parlons un peu de la musique orientale. Vous avez dit que vous avez cherché à découvrir les poètes du monde arabe, les poètes contemporains ou les poètes traditionnels classiques. La chanson orientale, est-ce que vous y êtes familier? Oui, avec Mohamed, par exemple, Abdel Wahab. Abdel Wahab, que j'ai rencontré, il a bousculé la musique orientale quand même. Quand on voit la musique turque, que je trouve excellente d'ailleurs, il n'y a pas de nouveauté dans la musique turque. Le phénomène de nouveauté dans la musique arabe, ça a été Abdel Wahab par exemple, et puis petit à petit, ces jeunes maghrébins qui sont venus et qui nous ont apporté la musique arabe andalouse, enfin comment dirais-je, les couleurs de leur musique, de chacun de leur village et de leur pays. Et ça a changé énormément de choses, sans oublier quand même l'Inde. Les Beatles, c'était l'Inde. Nous, enfin moi, c'est plutôt le Moyen-Orient et l'Asie mineure. Mais il est indéniable qu'on en a eu besoin. On en a besoin, pourquoi? Parce que d'abord, la France n'a pas de musique. La France a des mélodies. Il y a de très belles mélodies françaises. Il y a des compositeurs de mélodies extraordinaires. La France n'a jamais inventé une musique. La valse n'est pas française, le tango n'est pas français, la rumba n'est pas française, le rock n'est pas français. Citez-moi un rythme français, il n'y en a pas. Et même la java, ça découle de la valse. Donc il n'y en a pas. Êtes-vous familier avec les chansons de Kulthum, par exemple? Oui, mais la première fois que je l'ai entendu, je suis revenu à Paris et j'ai dit à Bruno Cocatrice, il y a une femme qu'il faut absolument faire venir. Il ne savait pas qui c'était. Personne ne la connaissait. Et si je n'avais pas été en Égypte, je n'aurais pas connu non plus. Mais Kulthum, c'est... Il y a eu aussi un jeune homme, comment il s'appelait? Hafez, qui est mort de... Abdel Halim Hafez. Voilà. Et j'ai connu aussi lui, je l'ai connu au Liban d'ailleurs. Et j'ai appris beaucoup de choses, c'était très amusant. Notre conversation a été la plus délirante qui puisse exister, parce que quand je lui ai demandé combien il chantait de chansons, et qu'il m'a dit qu'il en chantait 4 ou 5, j'ai dit, mais vous faites une petite partie du spectacle? Il m'a dit, non, je fais tout le spectacle. Moi, je n'étais pas au courant du tout que les chansons étaient si longues. Nous, on avait les impératifs, il y avait la radio, donc à la radio, plus de 3 minutes, on ne pouvait pas, donc on était dans un carcan. Là, tout d'un coup, ça s'ouvrait. Alors, déjà, au Liban, puisque j'ai d'abord été au Liban et ensuite en Égypte, déjà au Liban, j'ai été accroché. Ensuite, quand je suis arrivé en Égypte, j'ai passé toutes mes soirées dans les boîtes de nuit. Et Fayrouz? Fayrouz, je l'ai entendue au Liban, et elle chante merveilleusement. Alors, Fayrouz est plus proche, de par la longueur des chansons, elle est plus proche de nous. Quoique. J'espère que bientôt nous aurons l'opportunité de vous avoir en duo avec une grande chanteuse du monde arabe contemporaine qui s'appelle Majida Roumi. Donc nous allons essayer de déployer tous les efforts afin de vous joindre ensemble. Oui, moi, ça me fera plaisir, pourquoi pas. D'abord, il faut traduire les chansons, il faut choisir la chanson à traduire, il faut refaire l'orchestration, il faut lui donner un peu plus de couleur orientale encore, abandonner l'occidental un peu pour l'oriental, et puis le faire dans la langue populaire, comprise par tous les pays de langue arabe. Charles Aznavour, l'expérience d'une vie est faite de leçons dures, mais belles, douces, mais amères. En ce qui vous concerne, quelle en est aujourd'hui la récolte? La récolte, c'est que ça a construit un homme debout, et qui sera debout jusqu'à la fin. Je ne me courberai jamais, je ne me suis jamais courbé, je n'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire, je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas, je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien, sauf quand c'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. Et que je suis un homme debout, c'est très important. Et un homme en marche.
J'apprends toujours quelque chose, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Soit une chanson en langue étrangère, soit des mots dans une langue étrangère, soit, je sais pas moi, à faire la connaissance d'un écrivain que je ne connaissais pas, ou me pencher sur l'œuvre d'un peintre que je n'avais pas été encore visiter dans un musée, mais j'ai toujours appris quelque chose. Mon père disait, l'eau stagnante finit par sentir, et c'est pareil pour les humains. Il ne faut pas rester sur place. Vous n'avez jamais fait de concession? Si, c'est pas pareil. On fait des concessions parfois pour faire plaisir à des gens que l'on aime, ou pour les aider. Ça, c'est autre chose. Je n'ai pas fait de concession dans mon métier. Ça, pas du tout. Vous vous êtes décrit un jour angoissé, instable et maniaque, mais toutefois passionné, généreux et sensible. Est-ce dur de porter ces contradictions en même temps? Oh, je ne sais pas. Je n'y pense pas. Il ne faut pas toujours penser à tout. J'aime pas. Je pinaille pas, moi. Je ne sais pas. Je vis ma vie. Je vois les choses venir. Je me préoccupe de ce qu'il y a autour de moi, de ceux et des choses qui sont autour de moi. Mais je ne me creuse pas la cervelle. Je n'ai pas ce côté torturé. Vous vous considérez aujourd'hui sage ou serein? Je suis sage et serein. Je suis les deux. أصدقائي المشاهدين، وراء الوجوه الليلة مع أسطورة الغناء العالمي شارل أزنافور، خليكن معنا. Dans un silence éternel et muet, je traduis tes regards et lis dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire, dans ton langage étrange qui semble être un ballet. Un émouvant ballet qui règle pour moi de gestes fascinants qui sont jamais les mêmes, et quand du bout des doigts tu murmures je t'aime, j'ai l'impression parfois comme entendre ta voix. Charles Aznavour, vous écrivez des chansons d'amour? Oui, de moins en moins quand même. Vous avez dit tout à l'heure qu'à partir de 80 ans, c'est difficile de pouvoir chanter son amour à une jeune fille. Mais l'amour n'a pas d'âge. Non, attendez, c'est pas difficile de chanter, ça dépend si on continue à être dans le même état d'esprit qu'auparavant. Je ne suis pas dans le même état d'esprit. Si vous voulez, moi qui n'ai pas de complexe en scène, j'aurais le complexe de venir m'épancher à dire des mots d'amour comme j'en disais quand j'étais plus jeune. Je ne pourrais pas le dire. Je ne serais pas vis-à-vis de moi-même, je ne serais pas crédible. Alors si moi je ne suis pas crédible vis-à-vis de moi-même, comment le serais-je pour le public? Tandis que si je leur chante des chansons d'amour que j'ai déjà écrites, ce sont des revivals. À ce moment-là, c'est tout à fait différent, parce que je leur chante, je leur chante, je sais pas moi, que c'est triste Venise, mais c'est une chanson que j'ai chantée quand j'étais jeune. Quoique quand on me demande donne tes 16 ans, je ne la chante pas. Vous voyez, c'est de ce côté-là, je suis très prudent, parce que je suis sûr que je me décevrai moi-même, et ça je ne veux pas. Je veux toujours garder mon estime pour moi-même. Pour quelqu'un qui chante l'amour, est-ce que l'amour se hurle-t-il ou bien se murmure-t-il? Oh, les deux. Oh, ça dépend des tempéraments. Et comme un artiste est quelqu'un qui a qui a des facettes, on est bien obligé quand on fait ce métier. Alors on peut ou hurler, ou chanter. Ce qui est embêtant, c'est quand on ne fait que hurler. Il est plus facile, à mon avis, pour le public, d'entendre quelqu'un murmurer tout un tour de chant que quelqu'un qui hurle tout un tour de chant. Mais le mieux, c'est de varier.
varier les genres. Dans vos chansons, vous êtes presque toujours le martyr, l'homme cassé et toujours en amour. Mais l'amour, n'est-ce pas être toujours cassé, vaincu, sans fierté, sans amour-propre? Le proverbe est juste. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Comme vous voulez. Il n'y a qu'un auteur qui a su écrire la joie, c'est Charles Trenet. Je n'en connais aucun autre qui ait pu vraiment exprimer la joie. Mais il était joyeux. Moi, mon background n'est pas joyeux. Moi, je viens d'une famille génocidée, donc mon background n'est pas du tout joyeux. Mais j'ai lutté contre ça. Et comme je suis optimiste, j'en suis sorti. Charles Aznavour, depuis presque 40 ans, vous êtes avec Ulla. Fut-il difficile? 42 ans bientôt. 42 ans. J'espère 50 ans. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Il y a des gens qui vont au restaurant et qui regardent toujours dans l'assiette du voisin. Moi, je ne regarde jamais dans l'assiette du voisin. Je ne picore jamais dans l'assiette du voisin. C'est comme ça que les couples tiennent. C'est quand, justement, on a décidé quelque chose et qu'on reste dedans. Cet amour constant, cet amour long et durable, c'est un amour transformé. N'a-t-il pas été intercepté par des bouffées d'amour aussi en même temps? Par des bouffées d'amour. C'est un amour transformé. Nous avons comme nos parents, car il faut se souvenir de ce qu'étaient nos parents. Nos parents avaient des amours qui se transformaient. Eux, on les mariait sans qu'ils se connaissent, et l'amour naissait et arrivait à être plus calme par la suite. Sans pour autant connaître une passion. Oh, c'est pas sûr que la passion ne soit pas venue plus tard, justement. Et qu'il passait probablement par la passion. Elle n'arrivait pas au départ. Ça, c'est une autre histoire. Mais je crois qu'il y a des ambiances différentes en amour. Et il est normal que l'homme qui a un coup de foudre, il ne peut pas avoir un coup de foudre pendant 42 ans. Là, vous paraissez assez traditionnel, assez conservateur. Mais dans vos chansons, il y a toujours ce côté fou, ou cette folie qui est prédominante. Oui, mais j'écris pour les autres. Et pour vous-même aussi. Moi, c'est le style que je... Le style, je l'écris pour moi. L'histoire, je l'écris pour les autres. Vous avez dit un jour que la chanson n'est pas un moyen de vivre, mais une manière de vivre, avec ses joies, ses dogmes et sa morale. Comment est votre manière de vivre? Je ne sais pas. Vous me demandez des choses, moi, qui me sont étrangères. Je vis. Je vis. Par exemple, pendant des années, les jours de fête, je ne travaillais pas. Quand en fait, les artistes travaillent le plus les jours de fête, parce que les jours de fête, c'était les jours où les enfants étaient à la maison. Quand ils ont grandi, ça a été autre chose, bien sûr. Et de tout temps, le déjeuner est un moment que je passe avec la famille. Alors, comme maintenant, ils sont chacun de leur côté, bien sûr, on a des jours ensemble, mais je déjeune tous les jours avec ma femme. Maurice Chevalier a dit un jour, quand on entre dans la chanson, ou dans le métier de la chanson, on y entre comme en religion. C'est une religion. En religion. C'est quoi la religion de Charles Aznavour? Chez moi, la religion... Alors, je vais vous dire, moi, c'est tout à fait particulier. Je suis un ami des religions. J'aime les religions. J'aime. Quand elles sont raisonnables. Quand il n'y a pas de folie. Mais j'aime les religions. Il y a toujours quelque chose de beau dans les religions. Et finalement, les trois religions monothéistes viennent du... On arrive tous d'Abraham. Alors, je lis tout ce qui est sur les religions. Je suis très proche. Mes enfants sont mariés avec des gens de toute religion. Et on me regarde curieusement, on dit « ça marche ?» Ça marche. Musulmans, juifs, moi je suis avec une protestante, mon autre fils est avec une catholique pure et dure. Toutes les religions combinées. On s'entend très bien, et les familles s'entendent bien. C'est ça qui est formidable. Finalement, le comportement des uns et des autres fait que on ne va pas au-delà de là où on doit aller. C'est beau la religion musulmane, c'est beau la religion juive,
C'est beau la religion catholique. Souvent, il y a des dérapages, et c'est ça le problème. Mais sinon, celui qui est là-haut, il a plusieurs noms, mais c'est le même, si on y croit. C'est le même. Hein? Mais c'est le même. Je ne sais pas pourquoi on lui a donné des noms différents. استراحة قصيرة قبل ختام هذا اللقاء مع الفنان العالمي شارل أزنافور، خليكن معنا. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles deviennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples d'amoureux. Ambassadeur itinérant d'Arménie, fondateur de l'association Aznavour pour l'Arménie, vous avez joué pour Atom et Goyan dans Ararat pas depuis longtemps. C'est ainsi que vous manifestez votre amour pour l'Arménie. Dites-moi, comment perpétuez-vous cet amour ou comment vous le léguez à vos enfants et à vos petits-enfants? Je n'ai rien légué à mes enfants. Mais quand mon fils Micha, qui revient d'Arménie, qui retourne dans quelques jours et qui fait les allers-retours, découvre l'Arménie, découvre son arménité sans parler langue, je suis très heureux. Mais je n'ai poussé mes enfants ni dans une religion, ni dans une arménité chronique. Je veux qu'eux découvrent. Je ne veux pas qu'un jour ils disent « Oui, mon père était d'origine arménienne, alors non ». Je veux qu'ils aient la joliesse, la beauté de dire « Je suis d'origine arménienne. Je suis français d'origine arménienne. » Ça, j'aime. Vous n'avez jamais chanté en arménien? Pourquoi? Si, j'ai fait ça dans un disque avec une de mes filles. Katia? Non, non, Seda, celle qui sait chanter en arménien. La française, puisque sa mère était française. C'est la seule qui est moitié française. Elle chante très bien en arménien. Vous avez écrit une comédie musicale sur la vie du peintre français Toulouse-Lautrec. Oui. Vous avez dit « Je suis fait pour écrire des comédies musicales », mais pourtant, vous n'avez pas récidivé. Pourquoi? Les Français n'aiment pas les comédies musicales. Les Français, ils aiment les grandes choses qu'on appelle comédies musicales, mais qui sont des disques mis en scène, finalement. Très bien faites, la plupart. Notre-Dame de Paris était très très bien faite, mais ce ne sont pas des comédies musicales. La dernière comédie musicale qu'il y a eu en France, ça a été Irma la Douce, en tant que comédie musicale. Les Français n'aiment pas ça. Ils sont un petit peu perdus. Ils ne savent pas d'ailleurs où est la frontière entre la comédie musicale et l'opérette. Ils aiment l'opérette. On n'en joue pas à Paris parce qu'on croit que c'est démodé. Mais toute la province joue des opérettes. Toute l'année, il y a des opérettes en province. Les médias sont fautifs. Ils sont fautifs parce que les médias pensent que c'est eux qui donnent le ton. Non, c'est le public qui donne le ton. Et un jour ou l'autre, on reviendra à ce que le public veut entièrement. Lorsqu'un mouvement arrive, moi je lui donne 5 ans pour savoir si ce mouvement est valable ou pas. Je ne dis pas tout de suite c'est mauvais ou c'est bon. Je ne peux pas, c'est très difficile. Et il faut toujours être comme ça, sur la pointe des pieds. Il faut laisser les choses, le temps de construire les styles, les genres, les nouveautés. Alors en ce moment, c'est le slam. Vous connaissez? Non. Vous arrêtez au rap, vous? Pas tout à fait.
Pas encore? Pas encore. Ah, moi, j'ai dépassé tout ça. Là, je suis au slam en ce moment. Charles Aznavour, Plus bleu est une chanson que vous avez écrite pour Piaf en 51 et 50 ans plus tard, vous l'avez reprise dans un duo virtuel avec la voix de Piaf. L'époque des grands, Piaf, Trenet, Brel, Beko, Brassens, Gréco. Béard. Cette époque, vous manque-t-elle? À l'époque, j'ai bien peur que ça ne revienne. On en est jamais, je ne l'ai plus parce que c'est la publicité, c'est qui empêche l'éclosion de ce genre d'artistes. Et puis tout d'un coup, il y en a beaucoup. Et puis il y a les téléréalités. On n'est pas dans... On appelle ça télé-réalité, moi je trouve que c'est pas tellement vrai, hein. Mais on ne laisse pas à un artiste le temps de se former, de se forger. Il fallait, pour faire une vedette dans le temps, il fallait 10 ans. Aujourd'hui, on fait une vedette en 15 jours. Mais il peut mourir en 15 jours aussi. Tout à fait. Un sondage du magazine Time et de la CNN vous a placé au même rang qu'Elvis Presley, John Lennon et Bob Dylan, parmi les plus grands chanteurs du siècle, du XXe siècle. Ça vous enchante, non? Ça m'amuse. Mais finalement, ma vie m'amuse. Ce qui m'amuse, c'est de... Il y a une chose qui se dit en arménien, on dit... Et quand on se rencontre, les Arméniens, on se dit toujours ça. Regarde d'où on vient, regarde où on est. Et ça, j'ai toujours ça en tête. Et il ne dit jamais, regarde où on va? Ah non, non, non. D'où on vient et où on est. Et elle est vraie parce que quand je regarde les gens, les Arméniens ou les autres, quoi, bon, moi je dis les Arméniens parce que c'est les miens, mais les autres c'est pareil, qui sont venus de pays lointains où ils ont eu des problèmes, où ils ont été chassés ou politiquement, ou emprisonnés, torturés, et qui viennent et qui réussissent, c'est ça, où il était et où il est aujourd'hui. Des décorations, des hommages, vous êtes officier de la Légion d'honneur. Oui, mais ça c'est... J'aime beaucoup ça. Justement. J'ai pas honte de le dire, j'aime beaucoup ça. Vous êtes également commandeur de l'Ordre national du mérite. Tous ces honneurs qu'ont-ils ajouté? Je suis commandeur aussi de la Légion d'honneur. Ça n'a rien ajouté. Ça, moi qui n'ai pas un ego particulier, mon ego il est là. Il est dans mes décorations. Parce que ce qui est important, que quand je reçois une décoration, c'est quoi? C'est mon pays qui me l'offre. C'est mon pays qui dit « Tu as bien travaillé, mon fils, tiens, ça c'est pour toi, alors j'accepte. » Je n'aurais jamais refusé une décoration. Puis d'abord, quand j'étais jeune et qu'on en apportait à tout le monde sauf moi, je me disais « Un jour, on viendra, quand j'aurai 80 ans, avec un coussin de velours rouge, et dessus, il y aura une décoration, on me la mettra sur moi. » Et c'est arrivé. Moi, vous savez, pour quelqu'un comme moi, fils d'apatride, il y a des choses qui sont flatteuses. Bon, les décorations, la Comédie Française. Bon, je ne suis pas rentré à la Comédie Française, c'est pas ça la question. Mais je vous donne ce qui peut flatter les gens comme moi. L'Académie française. Les décorations, la Comédie Française, l'Académie, quel que soit Goncourt ou l'autre, et des choses comme ça. C'est formidable. Et à chaque fois que je vois un étranger, quelqu'un d'origine étrangère rentrer, par exemple à l'Académie française, il y a la présidente, elle est georgienne d'origine. Troya, il est russo-arménien, circassien d'origine. Il n'y a que ça, c'est formidable. On a failli avoir un Libanais, Amir Malouf. Mais ça peut encore venir, hein. J'espère, Inch'Allah. Ray Charles a chanté La Mama, Fred Astaire a chanté Les plaisirs démodés, et Bing Crosby a chanté Hier encore. C'est flatteur. Oui, oui. C'est surtout flatteur pour celui qui a rêvé d'Amérique quand il était enfant. Beaucoup plus que pour l'auteur de la chanson. Aujourd'hui, à 82 ans, j'ai l'impression que vous êtes toujours un enfant. Que l'enfant
qui dort toujours en vous, il a une place assez prédominante. Je me regarde dans un miroir, je fais attention de savoir si mon regard est adulte ou s'il est resté enfantin. Le jour où mon regard deviendra adulte, je serai très malheureux. Il faut garder en soi le vocabulaire de la jeunesse. C'est absolument indispensable. Mais pas l'innocence de l'enfance. Ah non, mais déjà le vocabulaire, c'est important. Le regard de la jeunesse et le vocabulaire de la jeunesse, deux choses importantes. Vous continuez à chanter. À quoi attendez-vous de chaque auditoire? Ah, là on va dire il est fou. J'attends un triomphe. C'est normal. Je chante pour avoir du succès, donc j'attends un triomphe. Chanter sur scène, est-ce une thérapie? Non. Non, non, c'est un bonheur, pas une thérapie. La scène... J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin. Moi, je suis un artiste qui a jamais dépensé un sou chez un psy. Hein. Ce serait plutôt moi qui le travaillerait, le psy. C'est lui qui serait sur le divan avec nous. Vous n'êtes pas mis les rares, je pense. Pour ne pas dire le seul. C'est possible, oui, c'est possible. Mais moi, non, j'en connais, non, non. J'en connais. Mais j'ai des amis pour lesquels, moi, je suis le psy. Le psy. Là, la scène a-t-elle toujours le même impact sur vous? C'est tout à fait curieux, la scène, pour moi. Je prépare des tours de chant. Ça m'ennuie d'aller chanter. Et j'arrive sur scène et je me régale. C'est curieux. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est être comme Pablo Casals, chanter dans mon village, et que les gens viennent de partout comme ça. Ça m'aurait plu, au lieu de voyager pour chanter. Pas de valise, rien, pas de costume de scène, rasé ou pas rasé. Ce qui compte, c'est ce que j'apporte, ce n'est pas ce que je suis. Charles Aznavour, vous venez d'Arménie, vous êtes aujourd'hui... Ah oui, je viens d'Arménie maintenant, oui, c'est ça. Vous êtes aujourd'hui le plus grand, le monstre sacré de la scène, le plus grand chanteur de ce siècle. Demain, comment vous le voyez? Oh bah demain, je fais partie de ceux qui vont être petit à petit oubliés. C'est la loi de la vie. Mais vous êtes gravé sur les disques qui vont rester à jamais. Il y aura des nouvelles machines, il y aura des nouveaux supports, il y aura des nouveaux artistes, il y aura des nouveaux goûts. Alors les disques, j'ai chez moi des disques de gens admirables. J'ai une collection complète de la chanson française depuis les années 20 jusqu'à nos jours. Le nombre de gens qui ont disparu, dont on ne parle absolument plus, et même de gens qui ont disparu depuis pas longtemps, ce que je réprouve d'ailleurs. On n'entend pas parler de Beko en France, c'est pas une émission. Pas, rien. C'est pas n'importe qui, Beko. Georges Ulmer, alors ça, il y a longtemps qu'on n'en parle plus. Il a écrit de belles choses en plus. Non, on est fait pour disparaître. C'est pas grave. Il vaut mieux disparaître mort et avoir été présent vivant que le contraire. C'est-à-dire traîner la dalle pendant toute sa vie et puis après vous devenez célèbre une fois que vous êtes mort. Non, ça m'aurait pas amusé. D'autant que je ne sais pas ce qui se passe après. Mais le panthéon des grands reste ineffaçable, inéluctable. Ben vous me savez dans quoi, 50 ans 100 ans, allez. Et puis. Mais l'important, c'est de dire on est venu sur Terre et on a changé. On a contribué au changement. Je ne crois pas à la longévité des carrières dans la chanson ou des acteurs. Pour moi, ceux qui tiennent le mieux, les plus grands artistes pour moi, ce sont les peintres. Cela, ça laisse des traces. Charles Aznavour, ça a été plus qu'un plaisir. Merci. De vous rencontrer une fois de plus. J'espère qu'au cours de cette émission, le public, qui est ce soir par des millions,
dans le monde arabe et partout également dans le monde à nous suivre ont été régalés par cette conversation. J'ai essayé de poser des questions qui naturellement intéressent mon public et j'ai essayé de sortir un peu du volet traditionnel auquel vous êtes habitués. Je vais vous demander de clôturer l'émission à votre façon. Vous savez, ce soir, il y a plein d'Arméniens qui nous suivent. Alors peut-être vous avez un message à faire parvenir. Charles Aznavour, il n'est pas arménien. Il est arménien à l'intérieur. Je ne le nie pas, je ne l'ai jamais nié, je l'ai toujours dit. Mais l'artiste, il est universel. Quand quelqu'un vient et me dit, ça m'est arrivé, j'ai un ami intime, ça a commencé comme ça. Il était dans la foule, il disait « Je suis arménien » et je lui ai répondu « Ça ne change pas grand-chose ». Mais c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut le voir. Un artiste n'a pas de nationalité, n'a pas de couleur, n'est d'aucune classe sociale. C'est comme ça que ça devrait être. Il n'a pas de religion. L'artiste est un artiste. On va le voir sous le projecteur, c'est autre chose. Une fois qu'il est sorti de ça, c'est un autre personnage. Mais il a des origines. Oui, mais je ne nie pas les origines. Mais sur la scène, les origines ne comptent pas. Voilà. En tout cas, j'ai été ravi d'être avec vous. Bonsoir. تصبحوا على خير. Vers les docks où le poids et l'ennui me couvrent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux les idées vagabondes, refoulant le ciel bleu de mirages. Traînant les senteurs poivrées de pays inconnus, d'été nuits presque nus sur les plages. Qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord.